Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On démarre tout de suite avec le programme et on commence avec notre focus. On part à la rencontre d'abord d'un professeur de physique-chimie qui lutte, vous allez le voir, contre l'homophobie et le harcèlement grâce à son compte TikTok sur lequel il prend très régulièrement la parole et il est suivi par plus d'1 million d'abonnés. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. Vous pensez que la cybercriminalité c'est peut-être une affaire de film d'action ou de geek caché dans une cave? Eh bien détrompez-vous. Aujourd'hui, il y a plus d'argent en circulation dans la cybercriminalité que dans le trafic de drogue. Ransomware, espionnage industriel, attaque par intelligence artificielle. Les menaces sont partout et personne n'est à l'abri. Alors comment se protéger? Et puis sommes-nous aussi réellement prêts à affronter ces nouveaux dangers? Pour répondre à ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Axel Dreyfus. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau. Vous êtes le cofondateur de l'école 2600, une référence dans la formation des experts en cybersécurité. Avec vous, on va parler des cybermenaces et surtout tenter de comprendre comment mieux s'en défendre. On en parle tout de suite, juste après le focus. D'abord, donc, en assumant face à ses élèves son homosexualité, un jeune professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand lutte à sa manière contre l'homophobie et le harcèlement. Mais celui qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok fait aussi beaucoup rire sur les réseaux sociaux, vous allez le voir. Dans ses vidéos notamment, il n'hésite pas à se moquer gentiment de ses élèves et eux-mêmes en redemandent. Voilà quelques exemples avec le portrait de ce prof pas comme les autres, signé aujourd'hui Xavier Terrade. Je m'appelle Timothée, je suis professeur de physique-chimie, des secondes, des premières et terminales. Et j'enseigne aussi en première et deuxième année à l'université. Et très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Quand on tape professeur influenceur dans Google, son nom est l'un des premiers qui apparaît. Et pour cause, Timothée Curado est plus connu sous le nom de TimTHC sur TikTok, où il a 1 300 000 abonnés. Sur son compte, ce professeur de physique-chimie d'un lycée de Clermont-Ferrand de 28 ans n'hésite pas à se moquer gentiment de lui-même, de ses collègues, mais aussi de ses élèves. Bonjour, excusez-moi, je trouvais pas la salle, madame. Non mais madame, m'envoyez pas en vie scolaire, c'est à cause de la prof de français, là, elle met 30 ans à nous lâcher aussi. Pourquoi tout le monde arrivait à l'heure et pas moi? Ok, vous êtes une bande de clochards, de toute façon. Bonjour. Oh punaise, la porte est fermée, tu crois qu'elle va nous prendre, là? Mais si la porte est fermée, cherche pas, frère, c'est mort. Mais pour 2 minutes, elle aussi, là. Bon, allez, aujourd'hui, on va faire un travail de groupe. Sarah, tu vas aller travailler avec Jules et Kevin, s'il te plaît. Pardon? C'est quoi ça? Sarah, tu vas travailler avec Jules et Kevin. Non, on joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat, je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non? Attends, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui fais les groupes. Et t'as pas à les traiter de clochards, déjà. Sur Instagram, Timothée Curado a près de 200 000 followers. Sa notoriété lui a permis de participer avec d'autres amis influenceurs à la série Dans le manoir sur YouTube, mais aussi de multiplier les partenariats avec des marques. Mais malgré ses multiples activités et sa constante envie de se renouveler, Timothée n'en oublie jamais son premier métier, professeur, un prof enseignant également à l'université et qui n'hésite pas à assumer son homosexualité, au risque de faire parler, même en salle de classe. Je sens que l'année va être longue. Mais longue. On me pose souvent la question si les élèves me respectent. La réponse est oui, dans la majorité des cas. Mais clairement, ce matin, il m'a pas du tout respecté. Pas du tout. Et là, il me regarde. Et il me dit pas. Bah ça va, monsieur, il vous a bien fallu 2 ans pour trouver un mec. Bien sûr, tout le monde s'est mis à rigoler. Et moi aussi. Dans ses vidéos, il le dit avec humour, mais chez ses élèves et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, cela a permis de libérer la parole. À sa façon, sous couvert de vidéos légères et d'humour taquin, Timothée Curado est devenu une des principales figures 2.0 de la lutte contre l'homophobie et plus globalement contre le harcèlement. Et voilà pour ce portrait. On passe maintenant à autre chose, et notamment notre sujet du jour. Les cyberattaques ne sont plus une exception, on en parle régulièrement ici, elles sont maintenant devenues la norme. Et chaque jour, des entreprises se font pirater, des données confidentielles sont volées et des États entiers sont même la cible de cyberespionnage. Alors face à cette menace grandissante, une question se pose. Avons-nous les talents et les outils pour y faire face? La France est-elle aussi en retard sur ce sujet? Et comment les entreprises peuvent-elles anticiper les cyberattaques au lieu de simplement réagir
réagir après coup. On en parle justement avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et notre invité justement à nos côtés en plateau pour en parler, Axel Dreyfus. Alors vous êtes le cofondateur de cette école référence dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle l'école 2600. Je veux bien que vous nous présentiez d'abord cette école pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et surtout pourquoi ce nom école 2600 parce que là comme ça on a du mal à imaginer ce que ça veut dire. Alors déjà nous sommes installés dans les Yvelines, notre fief de Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est une école qui a ouvert le jour en 2021. C'est une réflexion qu'on avait initiée à l'époque où je collaborais au laboratoire de sécurité d'EPITA en 2007 avec l'un de mes cofondateurs, Lionel, qui en était le président. Alors l'origine du nom, finalement, c'est une référence à plusieurs pirates informatiques, dont John Draper, qu'on appelait Captain Crunch, qui faisait partie de ce qu'on appelait les freakers, qui étaient les personnes qui faisaient des attaques finalement de centraux téléphoniques pour pouvoir appeler gratuitement. Et en fait, il avait réalisé qu'avec une fréquence de 2600 Hz, on pouvait aujourd'hui appeler gratuitement n'importe où dans le monde à travers un combiné de téléphone AT&T. Et donc aujourd'hui, ça a été le début du freaking. Et on avait deux jeunes personnes donc, qui ont financé la création de leur société en commercialisant sous le manteau un boîtier qu'on appelait la Blue Box, qui mettait une fréquence de 2600 Hz. C'était Steve Jobs et Steve Wozniak. Et on peut dire que Apple a été financé finalement par des activités illicites. Ouais, c'est ça. Et on a un magazine qui s'appelle 2600 Magazine qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, qui est un fanzine consacré à la scène du hacking au Suez. Donc c'est une manière de rendre hommage aux personnes qui nous ont précédés. L'école 2006, alors vous avez combien d'étudiants aujourd'hui? Alors à date, on a 350 élèves. On se prépare à accueillir nos prochaines rentrées à la fois d'étudiants master, mais aussi de bachelor, parce qu'on a le plaisir d'ouvrir notre première promotion de bachelor. Et je pense qu'on sera 450 élèves l'année prochaine, avec l'année dernière plus de 2320 candidats et un taux de sélectivité qui est inférieur à 8%. Alors, effectivement, j'ai vu ça. Comment ça s'explique, 8%? C'est parce que vous travaillez dans un domaine oui, alors, ce qui est particulier, c'est qu'on a à la fois des exigences qui sont à la fois techniques, mais pas seulement, parce que le domaine de la cybersécurité peut intégrer des sciences molles, qu'on va faire du renseignement, de la threat intel. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une licence en histoire-géographie, qui va maîtriser le farsi sur des candidats qui nous intéressent. Ouais. On n'est pas uniquement sur la partie sciences dures, mais on est aussi sur à la fois le savoir, le savoir-faire, mais le savoir-être, ce qui sont des éléments importants dans la mesure où le master chez nous s'exprime uniquement en alternance. Et on se retrouve aussi confronté au fait que je souhaite que mes étudiants soient potentiellement habilitables, compte tenu qu'un certain nombre aujourd'hui vont travailler soit avec les entreprises du secteur défense, soit directement pour la fonction publique, où ils sont amenés à avoir accès à des données privilégiées, ce qui nécessite une phase d'habilitation. Bien sûr. Alors justement, à quoi vous les formez, ces jeunes, aujourd'hui? Aux enjeux de la cybersécurité, d'accord, mais quels sont les métiers qu'ils peuvent exercer Alors en fait, si jamais on essaie d'être assez didactique, on va être sur 3 pôles. On a le premier pôle, alors on a une roue chromatique en cyber, ce qui est assez drôle, et chaque couleur finalement va aujourd'hui donner naissance à un type d'activité. Donc on a l'équipe des bleus, la Blue Team. Ça correspond finalement aux gens qui défendent. D'accord. Donc quand tu dis tu fais quoi? Je fais de la Blue Team, je suis sur la partie défense. Et la réalité, c'est que 80% finalement des métiers qu'on peut rencontrer sont associés aujourd'hui sur la partie technique à la partie défense. D'accord. Après, on a les métiers de la Red Team, aujourd'hui, qui sont plutôt les attaquants, comme on peut l'imaginer sur un plan chromatique. Ce sont des gens aujourd'hui qui vont être soit en général des auditeurs. Donc je suis dans une posture de défense, mais je vais m'assurer aujourd'hui de son intégrité pour pouvoir faire un rapport d'activité pour l'améliorer. Ou soit éventuellement je vais travailler pour un service de renseignement où je vais avoir une action cyber-offensive, comme un service de police aujourd'hui qui va essayer de craquer une affaire et qui va aujourd'hui avoir une activité réellement offensive. C'est un peu le nec du nec aujourd'hui qui va toucher peut-être 5% des candidats. Donc là on a la Blue Team, la Red Team. On a parfois l'intersection entre les deux. Bleu et rouge donne pourpre, voilà, purple. Donc on a aussi des gens qui font de la purple team, ce qui est intéressant. Et on a un autre métier aujourd'hui qui est assez majoritaire, qu'on appelle les métiers de la GRC. Sur le métier de la gouvernance, du risque et de la compliance, parce qu'on est sur un secteur aujourd'hui qui est excessivement normé au niveau législatif. Donc on a des lois qui sont aussi bien nationales qu'européennes qui sont appliquées dans le domaine soit de la loi de sécurité intérieure, soit la partie LOPSI, soit on a la directive 10.2 qu'on est en train de déployer en France, soit pour les établissements français on a des normes comme DORA qui sont en train d'appliquer. Donc on a finalement ces contraintes aujourd'hui administratives qui sont une bonne chose parce qu'elles sont finalement de nature à pouvoir assurer la sécurité du citoyen et du consommateur aujourd'hui, ou du parent, ou du citoyen que nous sommes aujourd'hui. Il faut être capable de pouvoir transcrire finalement ces directives aujourd'hui au niveau organisationnel et fonctionnel. Ouais. Alors, on parle beaucoup là des enjeux de cybersécurité, etc., du nombre d'élèves et d'étudiants que vous avez. Vous avez beaucoup de filles aussi dans le secteur? Alors, malheureusement, pas assez. Ouais. Je pensais au sujet. Alors déjà, j'ai eu la chance, c'est que j'ai remis
les diplômes de ma première promotion et mon major est une fille. Voilà, je ne vais pas donner son prénom parce qu'elle travaille dans un service de l'État. On dira rien. Mais c'est une fille brillante et non, pas assez. Je pense que ce qui serait intéressant finalement, c'est... Je reviens à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on essayait de casser le chiffrement aujourd'hui d'une machine qu'on appelait Enigma, qui permettait finalement la communication aujourd'hui entre les forces nazies. Ils ont cassé le chiffrement aujourd'hui à travers une équipe de cryptographes qui avait été réunie à Londres. Ouais. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont ils ont sélectionné, c'était en faisant passer des puzzles aujourd'hui, des énigmes dans la presse britannique. Et les gens qui étaient capables de résoudre l'énigme aujourd'hui étaient contactés par les services d'enseignement anglais, excusez-moi, pour qu'ils puissent rejoindre aujourd'hui les équipes de crypto. Et ce qui est très très drôle, c'est que 80% des gens qui répondaient étaient des femmes. Et à l'époque, aujourd'hui, des femmes, aujourd'hui, services de renseignement, mathématiques, aujourd'hui, elles étaient plutôt des femmes ouvriers. Ouais. Donc finalement, une grande partie du travail qui a été fait aujourd'hui pour casser le chiffrement, aujourd'hui, a été fait par des femmes en Angleterre. Donc c'est quand même un premier exemple de collaboration. Donc moi, j'ai envie finalement de dire que les filles aujourd'hui excellent dans ce domaine-là. Ouais. Moi, je pourrais même vous dire aujourd'hui sur d'autres cas de figure, on est assez proche du GIGN et mes copains au GIGN me disent que souvent les équipes de filature mâles du GIGN se font généralement toper aujourd'hui par les mecs d'en face. Ah ouais. Une équipe de filature femme s'est jamais fait choper là. Hyper discrète. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est quand même des talents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour les attirer dans cette filière? Quelque part, je comprends qu'elles y ont toute leur place. Non, mais je pense qu'il y a deux problèmes. C'est que déjà, je pense qu'on a déjà de moins en moins de filles sur les parcours scientifiques aujourd'hui. Avant le bac, évidemment, ouais. C'est comment aujourd'hui on peut rendre finalement la science aujourd'hui beaucoup plus intéressante. Je pense qu'aussi c'est pas seulement la manière d'enseigner joue beaucoup. C'est-à-dire comment je peux moi avoir une pédagogie finalement qui diffère quel que soit le sujet énoncé. Moi j'ai toujours tendance à dire c'est que je pense que c'est un collectif qui réussit. Ouais. Je pense que ce qui est assez différent sur ma manière de procéder, c'est pour moi le groupe, la note finalement du groupe va déterminer la note du dernier élève de la classe. Donc ce qui m'intéresserait finalement, c'est de se dire de pouvoir créer un axe de solidarité. Parce que souvent aujourd'hui, quand on n'arrive pas sur une matière scientifique, on me dit oui, c'est normal, tu es une fille, tu sors. C'est comment je peux. Alors déjà, je fais des groupes aléatoires. Ce qui est assez intéressant. Okay. Tu ne choisis pas avec qui tu travailles. Pas de groupe de niveau non plus, du coup, j'imagine? Jamais, jamais. Alors, après, ils ont des choix en deuxième année, troisième année. Ils vont se retrouver par, finalement, affinité technique sur des domaines exploratoires qui sont très spécifiques au niveau scientifique. Mais moi, ce qui m'intéresse au début, c'est tirage aléatoire et la note que tu as est la note du plus faible de groupe. Et on a aussi un peu ce rituel initiatique parce que, et en plus comme président une femme à l'école, on est assez à cheval aujourd'hui sur une notion de harcèlement, ce qui est aussi important. Et cette culture parfois je trouve assez toxique dans les écoles d'ingénieurs qui reposent aujourd'hui sur culture autour de l'alcool que je ne souhaite pas aujourd'hui voir se développer dans mon école. Ouais. Mais ce qu'on a mis en place par exemple, c'est qu'on a une sortie organisée par l'ancien négociateur en chef du GIGN et une équipe d'anciens des forces spéciales françaises, où on a une sortie terrain aujourd'hui qui met tout le monde d'accord, où mon but c'est de ramener les étudiants, filles comme garçons, à leurs limites physiques et mentales. Donc à ce moment-là, tu vois aujourd'hui les actes de solidarité dans le groupe. Ouais. Et en fait, tu ne peux y arriver que si tu le fais en groupe. Et ce qui m'intéresse, c'est de forger un collectif. Et finalement, ils font ça au bout des 2 premières semaines de cours, où généralement, 3 ans après, ils se rappellent exactement avec qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. Ouais, j'imagine. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir sur des moments techniques qui peuvent être difficiles, parce qu'on a des... En fait, le problème de la cyber, c'est que tu dois tout maîtriser. Tu dois maîtriser les éléments réseau, des éléments de développement informatique, des éléments aujourd'hui de bas niveau. Tu dois avoir des problèmes de protocole, tu dois avoir des problèmes aujourd'hui de CTI, des problèmes de géopolitique, des problèmes de droit. Enfin, on doit tout couvrir. On doit exceller dans toutes les matières pour qu'on puisse commencer à s'exprimer. Et on ne peut pas tout maîtriser. Non. Donc il y a des moments, aujourd'hui, on est obligé de travailler en groupe. Et en plus, on travaille généralement sur les contraintes temporelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une densité de travail qui est très très forte. Donc finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est je préfère qu'on réussisse à plusieurs qu'on échoue seul. Et si à un moment... C'est une super pédagogie. Oui, mais après, c'est pas généralement conforme aujourd'hui aux techniques traditionnelles de l'enseignement français. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, effectivement. Alors, c'est vrai, on parlait tout à l'heure, je disais en introduction, la cybercriminalité rapporte plus que le trafic de drogue. C'est ce que vous dites régulièrement dans vos... Alors, il y avait une étude de Wavestone que je trouvais assez géniale, c'est qu'ils ont fait aujourd'hui le retour sur investissement. Parce que on se positionne tous les deux comme des épargnants en disant est-ce qu'on va mettre tous les deux notre argent sur un livret A ou est-ce qu'on va investir dans le crime cyber? Parce que c'est une forme de placement quelque part, surtout quand on a du blanchiment. C'est que le retour sur investissement entre le fait de constituer l'équipe et le fait de pouvoir finalement procéder à notre action type de ransomware, le retour sur investissement, il est généralement minimum aujourd'hui entre x2 à x8.
entre 232 et 840%. C'est une magnifique étude que Wesome avait fait, en intégrant finalement toute la partie chaîne de valeur, ransomware, support technique, blanchiment, distribution. Donc toute cette partie-là, on arrive aujourd'hui à du x2, x8. Quand ce qui je vois explique, ce qu'on propose le livret A, aujourd'hui, c'est abattable. Oui, alors on n'incite pas évidemment les jeunes à investir dans la cybercriminalité. En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre que la cybersécurité est devenue et de plus en plus un enjeu stratégique mondial. C'est quoi aujourd'hui les grands défis du secteur? Ce que vous faites au quotidien, alors je sais que vous ne pouvez pas parler forcément de tout ce que vous faites, mais les trucs sur lesquels vous bossez là au quotidien et qui prennent de l'ampleur. L'IA, c'est un sujet, parce qu'on est en pleine période IA à Paris. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a... Voilà, donc moi, je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à toute la partie de jailbreak IA. Donc on va arriver aujourd'hui sur cette sécurisation, parce qu'on essaie d'investir massivement. Le président de la République a annoncé un plan d'investissement de 105 milliards. Ce qui est une très très bonne chose, aussi bien au niveau infrastructure qu'au niveau code, qu'au niveau... Le problème, c'est que les mises en production des solutions qu'on va développer en France, il faut qu'elles soient sécurisées. Donc la question, c'est le time to market. Sur le moment où on développe et on initie et on implémente et sur lequel on accède et de données sensibles, il faut qu'on soit sûr aujourd'hui que les IA qu'on met en place aujourd'hui soient fonctionnelles. Donc on a aujourd'hui ces éléments-là. On a les problèmes aujourd'hui, pour moi, la mise en place des smart cities. On a la mise en place, par exemple, des premiers véhicules autonomes. Je pense que le paysage automobile dans 15 ans sera radicalement différent aujourd'hui que celui que nous connaissons. Donc comment je peux aujourd'hui, sur une société qui devient totalement numérique, c'est pas simplement un poste de travail sur lequel je rédige un mail. Aujourd'hui, je contrôle, par exemple, des alimentations électriques de ville entière, la recharge de voitures, des véhicules autonomes, des livraisons par drone, le secteur de la santé. Comment, par exemple, si jamais je prends la main sur un scanner qui, par exemple, qui est téléopérable à distance, et je vais pouvoir modifier éventuellement la dose radiologique, je tue mes patients. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde, finalement, où on a un bénéfice très, très fort sur ces notions d'automatisation, d'amélioration par l'IA, mais aujourd'hui, on a un risque de dépendance qui est très fort. C'est passionnant. C'est passionnant, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on va faire un petit tour du côté du Zap et de la Planète Tech, mais on va reprendre nos échanges dans un instant si vous voulez bien, Axel. D'abord, effectivement, on fait un petit tour donc du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap, meilleur d'Internet évidemment, et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. We head to Tokyo for the full process of the automated underground bike parking. You roll up your bike and line it up in the track. You then push the button which activates a robotic arm that grabs the bike and takes it down. It slides into one of the open parking spots. It then sits there safe from thieves, weather, and other elements until the rider returns and scans their card. As the card is attached to the chip, the robot knows which bike to retrieve. Within around 10 seconds, the bike is picked up by the robot and brought back through the garage door. And you can ride off with a bike that is still dry and has all its parts.
Allez, on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité, bien sûr, Axel Dreyfus, cofondateur de l'École 2600, avec qui on va continuer justement nos échanges passionnants. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Axel, donc de retour avec vous. Alors une question pareille qui, j'imagine, taraude nos téléspectateurs, c'est qui sont ceux qui rejoignent votre école? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comme parcours, comme background pour rejoindre l'école 2600 et travailler dans ce domaine? Alors ce qui est intéressant, c'est... Alors j'ai une partie bachelor qui va arriver, donc on aura plutôt des profils de type post-terminal, hein. Je pense que j'ai pas mal de NSI qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais ce sont des gens qui, en général, ont déjà une appétence particulière pour l'informatique et la cybersécurité. Donc ça, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir élargir aujourd'hui le spectre des possibles. Et j'ai évidemment ma partie master, où là, j'ai affaire à des profils où, à 80%, je reçois des gens qui viennent principalement soit de BUT, soit aujourd'hui de formation universitaire, qui sont des gens plutôt orientés sur la partie développement informatique ou la partie réseau. J'ai aussi pas mal de drop-out d'écoles d'ingénieurs où ils te disent pas envie de faire du management ou aujourd'hui de faire l'équation de Maxwell. J'ai plutôt envie de des choses plus appliquées sur un secteur qui me passionne qui est la cyber. Ouais. Et j'ai 20% d'extraterrestres, filles comme garçons. Je pense à plusieurs personnes. J'ai un ancien chef étoilé aujourd'hui, Ayoub, qui nous a rejoint. Mais ce qui est intéressant, c'est gestion du stress, de la contrainte. Garçon aujourd'hui qui maîtrise très très bien son stress. J'ai un ancien paysagiste aussi qui faisait de la cybersécurité à ses heures perdues, qui a rejoint les gens de la gendarmerie sur des voilà. Donc j'ai des profils. J'ai eu Erwan qui a été diplômé cette année, qui est un ancien boulanger, qui est devenu maintenant un spécialiste de la cybersécurité industrielle, qui donne des conférences, qui souhaite préparer un doctorat. Parce qu'entre la boulangerie et la cybersécurité, il y a quand même un monde. Alors le problème, c'est que parfois, et pourtant Dieu sait qu'on est en partenariat avec la Camille Versailles, avec qui je m'entends très très bien, mais parfois on a eu des gens pour des questions de dyslexie ou d'orientation, ou peut-être en disant je n'ai pas la formation aujourd'hui dans un radius de 10 km, bah, tu feras la boulangerie. Et en fait, j'ai aussi un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont été contrariés sur leur choix, et parfois il n'est pas toujours facile de se dire aujourd'hui, mais tu veux faire quoi? Tu vas être pirate informatique? Mais non, les besoins du marché, mon CFA à côté, soit électricien, soit boulanger. Donc j'ai des infirmiers, j'ai pas mal d'infirmiers aussi qui arrivent. Mais ce sont des gens, si je suis capable de les former sur la partie cyber pour les retourner en milieu hospitalier, mais ils ont des qualités que n'importe quel ingénieur n'aura pas finalement en temps normal, puisqu'ils comprendront les fonctionnements métiers. Et le milieu hospitalier, on va en parler dans un instant, est aussi l'un des milieux les plus touchés aussi en France par les cyberattaques. Les moins protégés. Effectivement. Alors vous parliez il y a un instant des partenariats que vous faites avec le public, le privé, justement, ça aussi c'est la clé de la réussite. Alors ce qui est intéressant, c'est que et moi qui suis un enseignement supérieur privé, je reconnais que finalement les plus belles carrières se font dans le public, ce qui est assez amusant, et surtout par rapport au côté régalien des missions qui peuvent être confiées à des étudiants d'alternance et ou évidemment à des fonctionnaires aujourd'hui, des officiers sur titre. Donc on a un partenariat avec le ministère des Armées à travers ComCyber que nous avons signé récemment. Nous avons renouvelé notre convention de partenariat avec le ministère de l'Intérieur, pour ne citer que ces deux ministères qui sont généralement des sociétés aujourd'hui qui peuvent proposer des carrières exceptionnelles dans le domaine offensif comme défensif. Alors, vous parliez aussi de la piraterie. Tout à l'heure, vous avez utilisé ce mot pirate cyber. C'est vrai que la limite entre la cybersécurité et la fraude, ou la cybercriminalité, elle est très fine aujourd'hui. Oui. Comment vous abordez ce sujet-là avec vos étudiants? Alors, on a des cours aujourd'hui qui sont orientés sur les éléments de fraude. On a les cours de ce qu'on appelle le social engineering, qui sont intéressants, de manipulation psychologique. Quand on fait, par exemple, de la partie offensive, ce qu'on appelle du red teaming, alors qui fait fantasmer beaucoup de monde, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez faire avec une blouse blanche marquée orange, d'arriver dans une entreprise en disant je dois éventuellement venir réparer ton PABX ou ta fibre, surtout si je l'ai brouillé pendant une semaine auparavant avec une camionnette. Vous n'imaginez même pas, les gens ne vont jamais vérifier votre identité, vous rentrez. Donc on fait aujourd'hui toute la partie intrusion physique, on a tous ces éléments de SMS que vous recevez en disant je suis John du support Instagram, je veux m'assurer que c'est toi, peux-tu me donner le code à 6 chiffres que tu as reçu? Vous avez reçu 2 minutes avant un code Instagram qui va vous donner votre 6 chiffres d'authentification et tac, j'ai pris la main sur ton compte et après je vais te demander 0,5 bitcoin. Enfin, je veux dire, tout ça aujourd'hui, c'est de l'ascendant psychologique sur les gens. Donc on a tous ces éléments-là, sont très très larges aujourd'hui en termes de déceptivité pour pouvoir prendre la main sur l'adversaire. Et on parlait du milieu hospitalier avec les infirmiers notamment qui rejoignent votre école 2006. Les infrastructures critiques sont des chiffres de choix pour les cyberattaquants. Je pense donc évidemment au milieu hospitalier, dans le secteur de l'énergie, des transports aussi, les écoles. Aussi, on l'a vu récemment avec les ENT. Ces secteurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'ils sont suffisamment protégés? Non.
Il y a un problème financier, c'est quel est le prix pour ma protection, parce que c'est malheureusement perçu comme finalement un investissement qui ne rapporte pas. Donc pourquoi finalement investir? Le 100% aujourd'hui safe n'existe pas. Maintenant, on a aussi des problèmes de sous-traitance. Généralement, on va sous-traiter à des opérateurs des opérations de télémaintenance au milieu hospitalier. Et généralement, on a ce qu'on appelle les info-stealers qui viennent voler les credentials pour qu'on puisse attaquer le milieu hospitalier. C'est malheureusement monnaie courante. On a aussi parfois des normes de sécurité. On a la norme CE médicale, où dès qu'aujourd'hui, je dois reconditionner l'appareil en commission avant qu'il puisse repasser aujourd'hui en fonction. Mais par exemple, une mise à jour logicielle, je dois décommissionner, par exemple, mon scanner avant de le remettre sur le marché. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de mise à jour. Donc mon appareil est vulnérable. Donc on a à la fois un problème de budget, on a aussi un problème de normes qui ne nous aident pas pour une posture de défense. C'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, vous me disiez, on est sur un marché en France très régulé aussi, où il y a beaucoup de normes, justement. Est-ce que quelque part, ça ne freine pas l'innovation ou la capacité de gens comme vous, ou de vos étudiants, ou des experts en cybersécurité, à justement contrer ces menaces? Le fameux, les Américains innovent, les Chinois copient, et les Européens régulent. Oui, bien sûr. Alors, on a quand même une chance, c'est qu'en France, on a quand même un modèle où on a séparé la partie offensive de la partie défensive, avec la création de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Et ce modèle que nous avons mis en France, qui était unique, a été suivi par un grand nombre de pays. Donc on a déjà eu la chance de pouvoir séparer la partie offensive de la partie défensive. D'accord. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir, je pense, en Europe aujourd'hui, une des structures, à mon avis, les plus réguliers, mais les plus opérationnelles aussi. Ouais. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux mondiaux, justement, en matière de cybersécurité par rapport à ce que font nos amis ou voisins, ou chinois ou américains? Quand on aura un conflit majeur, je vous répondrai à cette question-là. Non, bon. Je pense que la France aujourd'hui a un potentiel extraordinaire. Le problème, c'est est-ce que je suis en capacité de garder mes talents? Fuite des cerveaux. J'ai un de mes enseignants qui était exceptionnel, qui travaillait dans le public, qui est parti dans une société américaine. Et d'ailleurs, c'est cette société américaine qui a interdit aujourd'hui à leur personnel d'enseigner. Donc, je l'ai perdu comme enseignant. Aujourd'hui, à un moment, l'affût des talents, est-ce que je suis capable aujourd'hui de proposer un cadre? Je le vois même dans le public aujourd'hui, on se base sur les salaires. Est-ce que je suis capable d'aligner les grilles du salaire du public avec le privé? Quand on a 26 ans, on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Ok, la mission est intéressante. Est-ce que je suis capable de pouvoir faire de la rétention? C'est un autre cas. Moi, j'étais aux États-Unis pour voir l'équivalent de l'ANSSI. Et en fait, ils ont mis en place un décret à l'époque où ils alignaient les secteurs du public avec le privé pour faire de la rétention des talents. Le problème qu'on a en France, ils l'ont aussi aux États-Unis. Bien sûr. Une dernière question avant de terminer cette passionnante interview. Je ne sais pas si vous avez vu Emmanuel Macron récemment sur ses réseaux sociaux qui a partagé dans le cadre de l'ouverture du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle un montage vidéo avec plusieurs deepfakes qui ont été à son égard, à son encontre, réalisé ces derniers mois, ces dernières semaines. C'est vrai que les deepfakes font aussi de plus en plus partie de notre quotidien aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, au-delà de l'aspect drôle dans ces cas-là ou humoristique, il y a aussi un aspect beaucoup plus grave qui est celui de l'esprit critique, la formation des jeunes à l'esprit critique pour savoir détecter ce qui est faux de ce qui est vrai, et au-delà de ça, et au-delà des deepfakes, les fausses informations. Qu'est-ce que ça vous préoccupe? Alors nous, on collabore, oui, bien sûr, on collabore avec une société exceptionnelle qui s'appelle Magic Lamp, qui a travaillé sur un challenge qui s'appelle Airbus, dans le cadre justement du sommet pour l'IA, sur la détection des deepfakes. Donc ils ont mis en place ce qu'on appelle des premières compétitions de détection de deepfakes, des CTF, orientés aujourd'hui sur les problèmes d'information. Donc le challenge Hermès, si vous pouvez le regarder, mais il faut effectivement développer l'esprit critique, il faut être capable de faire des citoyens éclairés sur la partie numérique pour qu'on soit en capacité de se défendre. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire en tout cas, mais vous en faites partie de ceux qui justement prennent le sujet à bras-le-corps. Ça s'appelle l'école 2600. Merci Axel d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, à la régie, à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Et nous, comme tous les jours, dès demain, toujours dès 12h30 et sur School TV, on se retrouve. Et d'ici là, passez une très bonne journée.